Dans ce monde, les dieux ont créé 3 cours de rivière qui se rejoignent dans une caverne protégée par 3 familles. Cependant, même si l'endroit cache de grands trésors, des reliques et des objets de grande valeur, les familles. Il y a 21 ans, ils ont tenté de s'approcher de la caverne, mais une explosion a éliminé tout le monde. Pendant ce temps, certains ont été contaminés, car de l'incident seule, cette fille nommée Lisa a survécu. Depuis lors, elle s'est consacrée à comprendre ce qui s'est passé et ce que cache cette caverne. Nous arrivons ainsi à l'époque actuelle où notre protagoniste Song est en train de fuir ces types gigantesques. Il essaie de se cacher, cependant, la fille, pour seulement 10 yens, finit par le trahir. Les types parviennent à l'attraper juste pour ensuite lui donner une raclée. Impressionnant, car ici nous découvrons que le protagoniste appartient à une famille millionnaire. En fait, son père est propriétaire de l'hôtel où il séjourne, mais c'est justement pour cela qu'il est méprisé. Parce qu'il est un jeune homme de 20 ans inutile, il bloque ses cartes pour qu'il apprenne d'abord le métier. Cependant, il se souvient avoir rencontré un vieil homme qui cherchait sa fille, et près de l'hôtel, il retrouve cette même personne en train de se faire humilier. En essayant de l'aider, il s'est retrouvé dans cette situation. C'est pourquoi le directeur de l'hôtel pense qu'il le cherche peut-être encore. Ainsi, ils finissent tous les deux par aller voir Lisa pour qu'elle leur donne des informations en échange d'argent. Elle travaille dans un bar où le protagoniste tombe amoureux d'elle. Il ne comprend pas comment quelqu'un d'aussi joli a pu le trahir pour 10 yens. La gérante lui parle, mais elle ne semble pas vouloir s'en mêler. Elle les avertit même de ne pas trop enquêter. Song s'aperçoit que l'albinos la prend en photo. La fille prévenue leur assure que c'est juste un ami. Cela s'avère être un mensonge lorsque la fille, en partant, se retrouve dans une course-poursuite à moto. Mais dès qu'ils prennent la route de la montagne, elle le distance largement et le provoque, le laissant humilié sur un terrain qu'elle maîtrise. Ici, il reçoit un appel et il s'avère que cet albinos est membre de l'une des 3 familles qui la poursuivent. Étant étrangement la seule survivante d'il y a 21 ans, ici, elle finit par arriver jusqu'à ces territoires sur la rivière qui lui appartiennent. Juste pour voir qu'elle cache une sorte d'infection qui ne peut être soignée qu'avec des traitements pour animaux. Pendant ce temps, le protagoniste pense sans cesse à cette fille qui lui a rendu les 10 yens. Ce que personne ne sait, c'est que l'albinos, après avoir été humilié, loge juste à côté de lui, avec cette masseuse. Pendant ce temps, son parrain le réprimande pour s'être laissé battre à moto et lui fait bien comprendre que l'albinos, la fille, les yens. Ici, la fille Justo est accueillie par le vieux qui cherche sa fille. Il ne peut vraiment pas l'aider car ses veines recommencent à gonfler. Il prend plus de médicaments tout en se rappelant un peu sa famille. Est-ce qu'il passe un mauvais moment? Pendant ce temps, le protagoniste reste à l'hôtel où il entend la masseuse utilisée par l'albinos. Elle espérait qu'il l'emmène vivre ailleurs, mais il l'a abandonnée. Le protagoniste lui dit que c'est la vie. Elle lui fait confiance et l'invite à boire un verre. Alors qu'il marche, les voyous d'avant kidnappent le protagoniste en pensant qu'il est le fils du vieux d'avant. Ici, l'albinos finit par appeler Giza pour s'excuser du malentendu. Ils sont de la même famille, mais tandis qu'il parle près de la rivière, une silhouette de femme l'attaque. En se défendant, il s'avère être très résistant, mais il parvient tout de même à se libérer. Et pendant qu'on le soigne, Giza apparaît pour observer cette situation étrange, car il utilise son familier pour suivre l'étrange parfum. Et ici, avec l'albinos, ils finissent par voyager tout le long de la rivière jusqu'à atteindre une rive où ils trouvent le cadavre d'une femme. Apparemment, c'est elle qui a attaqué l'homme et correspond aussi à la description du vieil homme cherchant sa fille. Donc, inutile de trop réfléchir, c'est sûrement une vengeance contre une famille. À leur retour, ils constatent que le protagoniste va être éliminé dans la rivière simplement parce qu'il est parent du vieil homme. Il demande de l'aide à Giza, mais elle semble l'ignorer pour éviter les ennuis. Donc il est trahi une seconde fois. Alors ils l'éloignent un peu plus et finissent par le jeter à l'eau pour qu'il se noie. Cependant, alors qu'il pense à sa famille, qu'il se souvient de ses parents, une mascotte apparaît. Giza le sauve des profondeurs et choisit de le cacher chez elle. Mais son oncle lui rappelle le danger de s'attaquer à des voyous. Donc comme il doit refaire le plein de provisions, il l'emmènera et le laissera en sécurité en ville. Pendant ce temps, Giza trouve étrange que la fille qui a attaqué l'albinos n'ait pas les cicatrices qu'il avait lui-même décrites, car les soupçons sont fondés. Quand le type essaie de voler l'arme de l'oncle et qu'il est découvert, il finit par l'éliminer. Il utilise le protagoniste, prétextant un changement de plan pour l'emmener avec lui afin de cacher le cadavre dans un lieu introuvable, mais au retour, il ne peut pas le tuer. Il l'utilise comme appât pour attraper la vraie fille qu'il a attaquée. Elle finit par tomber dans le piège seulement pour se rendre compte qu'il ne s'agit pas de l'albinos. Celui-ci apparaît derrière elle pour l'achever, tandis que le protagoniste se rend compte que le pistolet qu'il lui avait donné n'a jamais eu de balle. Eh bien, la fille l'utilise quand même, mais elle finit aussi par mourir. Song est trahi pour la 3e fois, tandis que l'albinos est contacté par Chang Cheng, son parrain,
et le chef le plus influent des trois familles. Il s'avère que c'était la sœur de Giza, celle qu'il ne voulait pas qu'elle rencontre, nous montrant qu'il y a 21 ans, même si Giza a survécu. Petite, elle a gardé 2 morsures qui, pour les autres familles, étaient un sujet d'enquête. 2 semaines passent, et aussi bien le protagoniste que l'oncle sont portés disparus. En fait, le gérant de l'hôtel risque de perdre son travail, car le millionnaire offre une fortune pour obtenir des informations sur son fils. Alertée, la jeune fille, croyant que son oncle avait déjà fait la tâche, retourne dans sa région. En réalité, personne ne lui donne d'informations. Alors seule, elle élimine des suspects, jusqu'à l'albinos, qui semble n'avoir de rancune que contre elle. Elle se rappelle ne pas avoir entendu son oncle partir en bateau. Pour écarter des pistes, elle va à l'endroit où il pourrait se cacher un cadavre, découvert avec l'albinos. Elle aperçoit alors son oncle légèrement brûlé. Ne pouvant faire de scandale sans empirer la situation, elle lui offre simplement une sépulture digne. Elle peut seulement appeler le directeur pour localiser l'albinos, mais il sait juste qu'il utilisait une masseuse qui séjourne actuellement dans un hôtel voisin. Serait-ce l'albinos? Mais celle qui a réellement demandé les services de cette fille, c'est la sœur de Giza, qui apparemment n'est pas morte. Et en plus, elle a invité la masseuse à l'appartement pour qu'elle s'occupe du héros, qu'elle a plongé dans la baignoire. La fille a peur, mais elle se rend vite compte qu'il n'est pas mort, car la sœur de Giza va lui payer une somme assez généreuse pour qu'elle s'occupe de lui. Elle commence par hésiter, mais l'inconnu se présente peu à peu comme Gizao, issue d'une famille importante, même si elle est la seule survivante car ses parents et sa petite sœur sont morts. Elle ignore que sa petite sœur est à l'hôtel, mais ne trouve pas la bonne chambre. Ici, il vit dans la baignoire. Le protagoniste a des blessures tues par balle, mais elles se sont guéries parce qu'apparemment, il est en train d'éveiller une affinité avec les os auxquels il appartient. Car même les véritables membres n'ont pas cette rapidité de guérison. C'est lui qui lui a donné le numéro d'une masseuse de confiance, ce qui l'a impliqué dans cette histoire. Le protagoniste souhaite retrouver sa famille, mais Gizao lui explique qu'il ne peut pas savoir s'il est vivant actuellement. Il a vraiment perdu la vie pendant quelques instants et maintenant, il pourrait même être une personne complètement différente. Pour le lui prouver, il lui propose des plats de nourriture qu'il goûte un par un, sans trop de changements, jusqu'à ce qu'il arrive au poisson, qu'il goûte simplement et semble trouver normal. Mais tout un tas de veines commencent à apparaître sur son corps pendant qu'il s'étouffe. La nourriture de rivière est un poison pour lui. Alors que ses blessures par balle guérissent, il se rappelle avoir senti quelque chose entrer dans son corps dans l'eau. Il veut comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi Gizao finit par l'emmener dans une usine abandonnée que la fille a louée pour quelques heures et où ils ont préparé un seau de viande. Tout devient étrange jusqu'à ce qu'il révèle à Song que l'endroit est infesté de crocodiles et lui indique leur faiblesse. Mais comment s'enfuir sans être dévoré? Car, selon elle, cela fait partie de l'épreuve. Parce qu'il a désormais un corps identique à certains membres des trois familles, il peut plonger, se déplacer facilement et bénéficie d'améliorations physiques. Le type pense que ce n'est rien d'autre que de la folie. Mais lorsqu'il essaie de partir, Gizao jette la masseuse à l'eau, ce à quoi le protagoniste ne peut pas rester les bras croisés. La fille était sur le point d'être attaquée, alors avec le seau de viande, il essaie de distraire pendant qu'il se jette rapidement à l'eau, empêchant les bêtes d'utiliser leurs mâchoires. Et en se rappelant le point faible que la femme avait mentionné, il frappe les crocodiles directement aux yeux. C'est ainsi qu'il parvient à l'emmener jusqu'aux escaliers, où il manque de peu de perdre une jambe. Le fait est qu'après cette folie, le prota a besoin de connaître la vérité sur ce qui se passe. Alors il lui avoue. Comme les trois familles, responsables chacune d'un fleuve, ont protégé durant des générations de grandes reliques impossibles à dissimuler ni dans le ciel, ni sur terre, à cause de leurs limites ou de leur visibilité. Mais l'eau était l'endroit que personne n'osait visiter. Elle cachait même les richesses de millionnaires en échange d'un paiement pour cela. Les plus anciens ont développé une grande affinité avec l'eau et des niveaux de compétences que personne d'autre ne pouvait atteindre. Cependant, trouver les reliques et la plus grande chambre forte représentait un danger, comme l'incident d'il y a 21 ans qui a fragmenté les trois familles, générant des jalousies. Tout cela pour le pouvoir. Pendant ce temps, ces membres qui développent des compétences sont devenus les héros de chaque famille. C'est pourquoi il est de mon devoir de l'aider à découvrir tous les secrets, car dans 7 jours, les familles ouvriront la chambre forte dorée. Justement pour cet événement, ces héros connus sous le nom de spectres se réuniront, y compris Giza, qui est la représentante de sa famille. Ainsi, le prota assiste aussi, mais par bateau pour rester discret. À son arrivée, il manque de croiser les sœurs, mais pas encore ici. Tous se rapprochent du paquebot pour la réunion et le prota se fait passer pour un cuisinier remplaçant. Au loin, il remarque certains spectres très distinctifs. Mais en plus, il retrouve enfin Giza, qui ne parvient pas à le reconnaître. Et en plus, elle semble très proche de l'un des spectres.
Il continue donc son travail sans attirer l'attention. Même en voyant que l'albinos est là, il essaie de se camoufler un peu. Pendant ce temps, Giza retrouve ce type, un des rares des autres familles qu'elle apprécie, pour se plaindre que le chef le plus puissant, Chang Cheng, ne s'intéresse qu'à obtenir le plus grand trésor de la chambre forte. Le problème, c'est qu'avec le temps qui passe, l'un des spectres finit par disparaître, ce qui crée tout un chaos sur le bateau. Et en affirmant cela, on finit par découvrir que le corps qui flotte dans la mer est celui du même type à lunettes avec qui Giza parlait. Tout cela devient un vrai chaos. Le protagoniste se trouve dans sa chambre avec la masseuse lorsqu'une inspection débute et que l'albinos arrive, apercevant un peu la supposée petite amie du protagoniste. Il essaie de se défendre en disant qu'il est là en remplacement. Et même s'il l'accepte pour le moment, il revient ensuite pour vérifier et tombe sur la fille qu'il avait abandonnée. Pendant que le protagoniste il reçoit sa visite préférée dans la cuisine. En réalité, il prépare quelque chose pendant que la masseuse est harcelée, car il tente de lui expliquer que la rencontre était fortuite. En défendant son prétendu petit ami, elle révèle finalement le nom du protagoniste. Le gars panique, il se dirige vers la cuisine, tandis que Giza, qui était déjà parti, a un mauvais pressentiment. Le gars réapparaît parce qu'il a un peu faim, mais il se rend rapidement compte de ce qui se passe, alors il essaie d'attaquer, mais il est facilement maîtrisé. Le problème pour l'albinos, c'est que ses mouvements ont une force qui n'a rien de normal. Son niveau a beaucoup augmenté, donc pour l'instant, le gars ne peut pas l'éliminer. En fait, c'est plutôt intéressant. Il le remet à nouveau dans un sac, mais quand il veut sortir, Giza l'attendait déjà pour lui donner un coup de pied dans le dos qui l'envoie dormir. Car ici, le protagoniste est content de voir la fille. Et elle finit par l'inviter dans sa chambre avec les vêtements de l'albinos, car le déguisement ne fonctionnera plus. Malgré tout, il s'approche d'un autre des spectres pour dire à Giza que le père de celui qui est mort parlait de façon suspecte. Voulez-vous garder la récompense du coffre-fort ? La fille ne donne plus vraiment son avis et la mort du fils était peut-être une mascarade. Et comme il le dit, le protagoniste pourrait être transformé comme ils l'ont fait avec lui, car ici justement Jin Xiao se trouve devant le cadavre du spectre en train de l'analyser. Le protagoniste doit alors avouer à la fille ce qui lui est arrivé depuis leur dernière rencontre. Il avoue que l'albinos les a trahis et tenté de les éliminer, mais qu'il a survécu grâce à la fille mystérieuse, que le protagoniste ne nomme pas par sécurité. La fille vérifie qu'elle doit être un spectre, tout comme celui qui appartenait à sa sœur et qu'elle possède maintenant. Ils finissent donc par s'allier pour mettre la masseuse en sécurité. Giza apprend que l'albinos ignore qui l'a frappé, mais sait que c'est une femme, donc il doit rester prudent. Le plan est donc maintenant de retrouver Xiao le plus rapidement possible pour découvrir ce que ces familles cachent réellement. C'est alors que le blond d'avant s'en mêle, qui s'avère être un type assez simple, donc Giza lui dit qu'il n'a rien à soupçonner. Elle s'ennuyait et a invité un homme à entrer dans sa chambre. Le gars comprend vite la situation et devine que le héros est un prétendant de son ami. Le héros saisit l'occasion pour demander des infos sur la famille de Giza. Il découvre que la sœur dont on lui parle tant correspond parfaitement à la femme qu'il a sauvée. Alors, après que le gars soit parti, il lui dit que la personne qu'ils vont rencontrer s'appelle Ji Xiao. Ce qui est fou pour la fille, parce que sa sœur était censée être morte. Et si ce n'était pas le cas, pourquoi a-t-elle disparu si longtemps sans la chercher? Ils vont la rencontrer, mais le blond accompagnera le protagoniste dans une zone isolée pour qu'ils puissent communiquer. Avant leur départ, la fille demande au blond de ramener son homme sain et sauf, ce qui enthousiasme immédiatement le prota. Et ils se retrouvent ensemble au milieu de nulle part. Impressionnés par sa capacité à rester sous l'eau, ils finissent par faire confiance au prota et lui décrivent le sanctuaire qu'ils rejoignent. Depuis des années, il fait disparaître des bateaux de plusieurs tonnes, mais on ignore où ils finissent, car avec seulement 30 mètres de profondeur, on ne retrouve jamais rien. Donc en ouvrant la voûte dorée, le dilemme peut être résolu, car ici le prota reçoit une note de Ji Xiao, pendant que Ji-san essaie de mettre la masseuse en sécurité. Mais elle était justement avec l'albinos. Pourtant, il a été facile pour elle de voir que c'est une fille intelligente et qu'elle peut se débrouiller seule. Pendant ce temps, la note leur donne une date et un lieu, une montagne où se retrouver. Donc, la rencontre est fixée. Les 7 spectres se réunissent pour honorer le fils du chef, mais des appels surviennent qu'ils tentent d'ignorer. C'est étrange car il s'agit de Chang Cheng, le chef le plus influent, et c'est pour cela. Ji Xiao le menace de révéler à tout le monde ce qu'il a fait, lui et ses amis, il y a 21 ans, s'il n'accepte pas ces conditions. Le type devient nerveux, alors il finit par lui parler, où il lui dit que le lendemain, il a besoin qu'elle le retrouve à la montagne Dukhet. Cela met tout le monde en alerte, car ils ne veulent pas que le plan de l'élite échoue. Et au moment où le bateau arrive au port, le blond qui accompagne le protagoniste s'approche pour qu'il puisse descendre sans paraître suspect. Ils attendent Ji, qui a trouvé une barque car la note indique que le protagoniste ira seul retrouver Ji Xiao. Malgré tout, la fille demande qu'il vérifie si c'est
sa sœur avec un objet leur appartenant. Malgré tout, le protagoniste compte aussi pour elle. Donc même si c'est sa sœur, elle lui conseille de rester méfiante. Cela fait des années qu'elles ne se sont pas vues ici. Le protagoniste prend la barque et arrive seul dans cette zone, bien visible de tous les angles, et après une bonne escalade. Se sent-il trahi en voyant des inconnus arriver à grande vitesse? La fille, qui clairement n'allait pas l'abandonner, traîne simplement dans la zone, mais finit par être percutée par ces barques. Finalement, elle parvient à s'échapper. Cependant, le fait de voir à la radio comment il traite contre son animal de compagnie aggrave sa mutation. Le protagoniste doit aussi fuir, ignorant si c'était un piège de Ji Xiao ou s'ils sont tous les deux recherchés. Malgré tout, il s'échappe aussi vite qu'il peut, se débarrassant de nombreux ennemis grâce à ses améliorations physiques. Il s'échappe tellement qu'il finit même par retrouver Ji Xiao. C'est assez grave. Elle demande de l'aide au protagoniste, expliquant que si les 3 familles découvrent ses mutations, elles lui prendront tout. Voyant ses larmes, il décide de s'occuper d'elle. Comme ils le poursuivent, il cesse de résister et n'utilise plus ses améliorations physiques. Ils finissent par l'attraper. Les types se distraient suffisamment pour qu'elle puisse s'échapper, ce qui la fait se sentir très vulnérable, tandis que le protagoniste ne sait plus à qui il peut faire confiance. Cependant, nous arrivons à la fin de cette première partie de ce donghua, une histoire différente, avec une animation décente pour les standards chinois, et qui commence assez lentement, mais comme on le voit dans les chapitres suivants, l'intensité augmente. Cependant, si je vois beaucoup de soutien, je continuerai à la publier, car elle est assez récente. C'est aussi une recommandation pour ceux qui en ont assez de toujours voir la même chose. L'histoire est un peu différente, et honnêtement, elle n'est pas lourde à regarder. Il vous suffit juste d'exploser le bouton des commentaires. Et avec ça, je saurai que vous avez adoré, et je vous apporterai le prochain résumé le plus vite possible. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Je vais préparer le prochain résumé sur l'évolution du pouvoir du protagoniste. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et pendant qu'on attend d'autres chapitres de ce donghua, je vous laisse avec une autre de ces histoires, qui est vraiment très bonne et assez méconnue. Comme un humble esclave qui est forcé d'affronter ses propres compagnons dans des combats sanglants. Ils sont tellement dressés qu'ils se battent même pour la maigre nourriture qu'ils reçoivent. Rocco étant un type assez fort, c'est le seul qui parvient à maintenir l'ordre, ce que notre protagoniste, Zestus, admire et il le considère comme un ami. Du moins jusqu'à ce qu'il soit obligé de se battre lors de la sélection des plus forts, Rocco étant le favori. Non seulement à cause de son physique, mais aussi de son attitude. Pendant ce temps, le protagoniste, mince et faible, n'est que critiqué. Pourtant, il a un maître derrière lui, appelé Zafar, qui semble avoir confiance en lui. Mais pourquoi? C'est simple, grâce à sa rapidité de réaction dans l'arène. Et même si son esprit l'empêche de blesser un ami, il est obligé de le faire, prouvant qu'à seulement 15 ans, c'est un diamant brut. Cependant, dans la glorieuse Rome, il n'y a pas de perdant, et le gentil Rocco finit par être tué dans ses bras. C'est ainsi qu'il est marqué comme l'un des esclaves choisis par le grand Valent. Et avec quelques autres compagnons, on leur promet la liberté après avoir remporté 100 batailles. Alors le maître s'occupe de l'entraîner en lui donnant des coups bons et efficaces. Un esprit froid. Surtout comme il est petit et ne peut pas mettre KO en un coup, il doit être le plus rapide. Et même si le vieux paraît bien marqué par la vie, ses enseignements sont très sages, même si certains s'en moquent. En tout cas, Cestus et les autres sont emmenés au grand Colisée romain, où a lieu le couronnement du plus jeune César jusqu'à présent, le grand Néron, avec plein de combats de toutes sortes. D'ailleurs, Cestus rencontre un blond qui semble plutôt sympathique, qui lui indique le chemin et lui souhaite bonne chance pour les combats. Car beaucoup de ses rivaux seront même des adultes impitoyables qui finissent par massacrer les nouveaux esclaves. Cependant, même si le protagoniste monte avec peur et avec un rival qui est littéralement une bête, c'est quelque chose que même Néron, depuis les gradins, admettra que ce sera un massacre. Cependant, le rival est tellement lent et gigantesque que Cestus profite de sa vitesse pour lui donner un coup sur la tête. Ce coup endort Cestus, lui offrant un peu de gloire, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il a risqué sa vie pour défendre son rival, déjà affaibli par la peur de mourir. Malgré tout, puisque l'enfant a attiré l'attention de Néron, ce dernier finit par le sauver. Et il l'invite même dans sa loge VIP, reconnaissant sa force. Et de son maître, que sa mère se rappelle comme une vieille légende, qui a même combattu contre la garde royale. Démétrios, qui a aussi son fils comme élève. Et ce n'est autre que le blond d'avant, appelé Rouska, une bête au combat, avec une brutalité digne de son père. Et il sera un exemple du niveau auquel le protagoniste devra faire face. Ainsi, les deux sont emmenés au palais pour accompagner Néron. Cependant, l'enfant se distrait tellement de ses tâches que cela met sa mère en colère, qui fait combattre les deux guerriers à mort. Cependant, Rouska sait qu'il est bien plus fort que le protagoniste.
Et pour ne pas le tuer sur place, il finit par l'assommer avec une prise. De plus, Néron, mécontent de sa mère, lui désobéit, ce qui calme les choses. Pour l'instant même, le César reste un moment avec l'esclave Cestius, tandis que Rusca se fait réprimander par son père, qui ne voulait pas qu'il soit gentil, il voulait au minimum qu'il casse les jambes de son rival. Cependant, Protas ne s'en sort pas mieux, car pendant un certain temps, il subit pas mal d'abus avec Néron. Et en étant vendu à différents propriétaires, il a été victime des pires humiliations. Finalement, il tombe sur un gros homme qui l'emmène, lui et son maître, jusqu'à la Grande Pompéi, où il est vendu à un candidat aux élections. Cet endroit organise son propre tournoi de combat, avec comme organisateur ce type appelé Nasca, qui leur montre leur zone d'entraînement avec quelques compagnons plutôt compliqués, comme Andem, un gars antipathique avec tout le monde, mais rien qu'en voyant sa façon de s'entraîner et sa force brute, on sait qu'il est très fort. De plus, c'est un style de combat qui posera des problèmes à Cestius, donc pour l'instant, il faut s'entraîner. Cependant, le protagoniste Chismoso, pendant la nuit, finit par tomber sur Sabina, qu'il pensait être un voleur. Mais c'est la femme la plus belle de toute la ville. Et nous découvrons qu'elle est l'amour impossible d'Andem, qui, malgré sa force, est un vrai fan, un admirateur, un passionné dans toute sa splendeur. Même si la fille le rejette 1000 fois et qu'il subit les moqueries de tous, cela ne le dérange pas, même si elle n'est pas totalement mauvaise. Et quand il doit aider, il le fait, comme cette citoyenne dont la taverne a été prise par des harceleurs. Et Sabina emmène l'équipe du héros pour les affronter, Cestius étant celui qui se distingue le plus. Car, à première vue, c'est le plus petit et le plus faible, et même si ses poings ne suffisent pas contre ce géant. Il finit par attirer l'attention de la femme, qui, avec Andem, ne le montre pas. En fait, on découvre que le type est fan d'elle depuis des années. Et tout ce qu'elle a pu faire, c'est lui promettre. C'est que s'il accomplissait un record impossible de 50 victoires consécutives, elle lui donnerait la liberté et en ferait sa main droite. Et il ne lui manque plus que 2 victoires pour y parvenir. Cependant, cela ne les concerne que. Le protagoniste n'est pas intéressé et poursuit son entraînement pour rendre ses coups plus mortels. Même Zafar l'aide à pratiquer un coup qui non seulement assomme, mais tue, ce que le protagoniste n'est pas sûr d'utiliser. Cependant, Sabina l'invite dans sa chambre et lui propose de l'accompagner à Rome lors de son prochain voyage. Pas comme esclave, mais comme son garde du corps à partir de maintenant. Le rêve de tout esclave. Mais le protagoniste qui a déjà vécu avec un chef. Dans ce cas, Néron, qui cherchait un ami mais a fini par devenir un abuseur et a dû s'enfuir, décide qu'il obtiendra sa liberté par ses propres moyens. Alors il la frappe, il refuse donc l'offre, quelque chose que cette femme n'avait jamais vécu, ce qui la rend obsédée par le protagoniste. Mais pour le pire, puisqu'elle ordonne à Andem, qui est pratiquement sa marionnette, de l'affronter et de lui montrer le désespoir d'être un esclave. Car la bête est jalouse que Sabina, la femme qu'elle respecte le plus, s'intéresse à un nouveau venu. Ce sera donc un combat intéressant, avec un protagoniste qui prend peu à peu l'avantage. Des nerfs d'acier qui lui permettent de s'entraîner et de perfectionner ce coup fatal qu'on lui a appris. Ainsi jusqu'au grand jour où la beauté de la ville assiste au spectacle. En fait, Andem est le favori du public grâce à toute sa carrière, et lorsqu'on lui présente un simple enfant comme adversaire, tout le monde l'accuse que ce sera trop facile. Mais tout cela importe peu lorsque le protagoniste devient sérieux. Il attaque alors si vite qu'Andem attend le bon moment pour riposter. Mais l'enfant continue d'augmenter la vitesse jusqu'à ce que le plus fort de Pompéi reçoive un coup direct au visage qui le met à terre pendant un moment. Cependant, même si cela rend le public fou, les dégâts pour Andem sont minimes et le protagoniste vient d'épuiser son endurance, alors il est temps qu'il reçoive aussi sa punition. Même des coups dans des zones spécifiques qui, de nos jours, seraient illégaux. Cela lui fait perdre l'équilibre, mais surtout, cela l'oblige à attaquer, ce dont Andem profite pour porter un coup assez létal à la nuque qui le laisse inconscient. Et même s'il se relève grâce à sa détermination, il perd une partie de sa mémoire. À court terme, il ne ressent que le danger dans lequel il se trouve, tout son corps vibrant de douleur. C'est pourquoi l'échange de coups commence, donnant et recevant, sans s'arrêter. Pendant un bon moment, tout le monde reconnaît à quel point le garçon de 15 ans est fort, et une partie des gradins se met de son côté, y compris Nasca, qui, à son époque, a eu la même opportunité que le protagoniste en tant qu'esclave, mais a pris la décision facile en s'habituant à la belle vie. Et maintenant, Cestius est la preuve de la détermination qu'il n'a jamais eue. C'est pourquoi il touche autant le public. Pendant ce temps, le protagoniste, sans s'en rendre compte, frappe les côtes d'Andem, qui tente de masquer la douleur, mais perd en endurance. Et pour Cestius, il est plus facile de lire ses attaques en équilibrant les choses. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait, car Andem blesse le protagoniste au front, ce qui nuit à la vision d'un de ses yeux. En laissant le temps à la bête de récupérer et avec un protagoniste aussi épuisé,
La seule chose qui lui reste, c'est le souvenir de cette attaque qui l'a entraîné. Il risque donc tout dans la dernière rafale de coups, au cours de laquelle il est assez blessé. Mais grâce à cela, il obtient l'ouverture qu'il cherchait. Cette fois-ci, il porte un véritable coup mortel à la nuque, avec une précision qui endort directement Andem. Et même avec la motivation d'une Sabina désespérée, la victoire revient à Zestius, tandis que l'albinos ne reçoit que la haine de ceux qui avaient parié sur lui. Bien sûr, depuis le confort des gradins, car il ne descendrait pas se battre. Et puisque la voix du protagoniste ne suffit pas, Sabina, comme premier acte de bonté envers son fan, elle calme la foule pendant qu'elle fait ses adieux définitifs à Andem, ce qui pour lui est la pire des punitions, tandis que le protagoniste se remet après son grand combat. L'attaque à la nuque d'Andem ressemble beaucoup à celle du protagoniste. Et Zafar finit par découvrir que la même personne qui lui a tout appris a aussi entraîné Andem, qui était connu sous le nom de Démocrite. Un vieux maléfique qui prend plaisir à expérimenter avec différents combattants et techniques, une information précieuse pour Zafar qui le recherchait. Malgré tout, Andem a maintenant un fardeau en moins et il reconnaît finalement la force du protagoniste. Tout comme le peuple de Pompéi qu'il a facilement conquis grâce à son attitude et à sa résistance. Mais en réalité, tous les habitants de Pompéi vont mourir dans quelques années. Quoi qu'il en soit, le protagoniste doit continuer. Désormais exploité pendant 1 an à divers travaux, il améliore sa condition physique et ses techniques. Et un jour, 2 types apparemment normaux apparaissent, mais ils cherchent des guerriers pour combattre lors des événements du Grand Néron. C'est quelque chose auquel le propriétaire du protagoniste l'oblige à participer. Une sorte d'éliminatoire. Dans ces mini-colisées, où l'espace rend les combats difficiles, cependant Zestius n'a pas trop de problèmes contre ses premiers adversaires. Il les bat pratiquement à coups de gifle, mais il devient de plus en plus brutal, frappant même des combattants au sol. Un tempérament problématique et selon son maître, malgré son habileté, il ne parvient pas à maîtriser sa technique. Et il n'y arrivera pas s'il ne se concentre pas sur la connexion entre ses coups et son esprit. Pendant ce temps, nous voyons Félix, un autre esclave très habile, qui semble avoir trouvé sa propre façon de profiter des combats. Contrairement au prota, qui devient de plus en plus tendu. Du moins jusqu'à son combat sous la pluie, ou en mettant en pratique ce que lui a dit Zafar. Il connecte son esprit au combat, aiguise ses sens et rend ses attaques assez puissantes pour mettre KO n'importe quel adversaire. Il retrouve ainsi sa tranquillité et une bonne relation avec ses amis. Juste à temps pour rencontrer Félix, qui est un type assez sûr de lui et de sa chance. Il reconnaît que l'attitude du protagoniste est celle d'un guerrier et pressent qu'ils s'affronteront en finale, ce qui se produit. En fait, tous les deux sont conscients de la technique de l'autre. Mais on voit Zestius beaucoup plus tendu que Félix, qui profite des combats en lançant ce duel pour voir qui passera les éliminatoires. Et il pourra voyager en Sicile pour l'événement principal. Alors Zestius frappe sans arrêt, cependant tout ce que fait Félix, c'est se défendre au bon moment. Il change sa posture pour en adopter une avec les épaules plus ouvertes, ce qui paraît même un peu idiot. Mais Zafar reconnaît que dans un espace aussi restreint, cela fait que beaucoup des coups que Zestius pouvait bloquer auparavant touchent maintenant sans problème, ce qui devient une punition pour le protagoniste, qui finit par tomber plusieurs fois à cause de ses coups aussi larges. Et à la fin, l'une de ses chevilles se retrouve à nouveau blessée, Félix se vante de sa chance, et maintenant, avec le combat en main, il décide d'attaquer beaucoup plus. Cependant, Zestius, tout en recevant des coups, remarquait aussi que chaque fois que son adversaire attaquait de manière aussi ouverte, sa poitrine restait exposée. Alors il en profite pour l'envoyer valser pour la première fois de tout le combat. Et même si cela remonte le moral de tout le public et des parieurs. La technique n'a pas été aussi efficace parce que la cheville du protagoniste lui fait perdre de la stabilité au sol et par conséquent de la force, donc le combat continue. Et maintenant que les deux sont à leur apogée, le combat devient assez équilibré, au point que cela se transforme en un duel d'endurance. On va voir qui tiendra jusqu'au dernier coup. Même si Zestius reste en désavantage parce que Félix contrôle mieux l'espace et l'acculant facilement, donc plusieurs fois il est sur le point de se faire assommer, d'un coup, ne lui laissant qu'un petit espace pour donner quelques coups de poing, ce qui semblait inutile. Mais à force d'être aussi constant, il commence à affaiblir Félix. Et avec l'incroyable résistance du garçon de 15 ans, le combat finit par durer beaucoup plus longtemps. Désormais, la cheville de Zestius le fait presque tomber et il ne pourrait plus se relever. Il choisit de tout risquer dans une ultime attaque, ayant trouvé les failles de la défense adverse. Il choisit donc d'appliquer la dernière leçon de son maître.
contrôler la respiration de Félix. Alors il profite d'un instant pour lui couper le souffle et lui donner un coup au menton, si fort qu'il l'étourdit. Perdant le contrôle du combat, évidemment, ce n'est pas suffisant pour le vaincre. Alors le protagoniste utilise la technique en se plaçant dans le dos de l'ennemi avec un poing à la hauteur des reins. Même dans Mortal Kombat, quelque chose d'aussi létal serait illégal dans la boxe actuelle. Et même si Félix veut se relever, il est maintenant littéralement cloué au sol par la douleur, donnant la victoire au protagoniste, qui était lui aussi à bout et n'a pas manqué de peu de perdre ce combat de titans. Même si les deux ont fini par uriner du sang toute la nuit, et le lendemain, ils échangent le respect en tant que guerriers. Et pendant que Félix part chercher du travail dans une autre ville, le prota se rend en bateau au village de Sicile, où aura lieu le grand événement. Et pour cela, Zafar commence à les guider avec la dernière technique de son répertoire, et la plus mortelle, avec laquelle il a même arraché l'œil de Démétrio. Même ainsi, en arrivant sur place, ils sont les moins soutenus car ils sont esclaves, tandis que les autres, littéralement, sont des dieux de toutes les cultures du monde et possédant des compétences totalement différentes. En fait, le protagoniste finit par rencontrer la gentille Roxane et même Ruska. Ce dernier l'avertit qu'il s'agira de véritables combats pour lesquels il n'a pas la force mentale nécessaire. Cependant, il n'a aucune idée de tous les progrès que le protagoniste a réalisés et de tout ce qu'il a appris. Des techniques que même lui n'oserait pas utiliser. Ainsi, même si sa marque d'esclave reste un motif d'humiliation pour tous, il prouvera avec ses poings ce que personne d'autre ne pourrait accomplir. Et cela, d'anciens compagnons comme Endem, qu'il finit par retrouver sur place, le savent mieux que quiconque. Parce qu'il veut aussi combattre dans le plus grand événement organisé par Néron, qui réunit les figures les plus imposantes des combats de l'époque. C'est ainsi que se termine la première saison d'un animé plutôt divertissant, avec ses moments épiques, avec une bonne dose d'énergie, même une bonne motivation, que je recommande à ceux qui veulent la regarder pour la première fois. Pour le moment, il n'y a pas de suite, mais espérons qu'elle arrivera un jour. J'espère que ce résumé vous a beaucoup plu. Et comme l'a dit mon père, je vous laisse.